Cambrai, dans le nord de la France. Aujourd'hui, un adolescent de 13 ans et demi se retrouve au cœur d'une présumée affaire de Je me demande pourquoi un gars d'une cinquantaine d'années, que tu connais pas, il te propose de dormir chez lui. Alors sous-entendu, tu vas me le dire, dormir où? Il n'y a qu'une chambre. Dans son lit. L'adolescent dit-il la vérité? Le découvrir, c'est le travail quotidien de Céline et Michel, deux gendarmes de la cellule mineurs victimes. Ils se sont peut-être juste caressés pendant qu'ils regardaient un film. Des dossiers comme celui-ci, les gendarmes spécialisés de Cambrai en ont 300 par an. En général, peu de preuves matérielles. Tout repose sur des mots, la parole de l'enfant. Des accusations, vraies ou erronées. C'est pas une gamine de 14 ans, madame, qui peut pas blairer sa belle-mère qui me déclare ça. On est bien d'accord, hein? C'est des bouts de chevaux comme ça. Au cœur des enquêtes, toujours la même interrogation. Qui croire? Vous me dites, bon, il est gentil avec les enfants, mais ce n'est pas malsain. Alors pourquoi vous me dites que ce n'est pas malsain? Parce qu'il n'y a pas de geste déplacé. Depuis l'affaire d'Outreau, les dossiers sont de plus en plus compliqués. Un père accuse sa fille. Je sais qu'elle a fabule beaucoup, donc elle va tout mélanger dans sa tête et puis... Donc c'est une menteuse. Mais est-il vraiment sincère? Aujourd'hui, tout doit être analysé, décrypté. Plus personne ne peut dire avec certitude que la vérité sort de la bouche des enfants. Après, il n'y a rien de mal à nous dire la vérité. Hein. Je vais raison, donc moi, Moi, je suis pas convaincue. Hein. Et ma collègue non plus. Hein. Enquête au cœur d'une brigade qui navigue entre vérité et mensonge, au milieu des secrets de familles sordides, avec un objectif, briser le silence et tenter d'obtenir une part de vérité. Aujourd'hui, en France, plus de 40 000 mineurs seraient maltraités chaque année. Un chiffre noir, bien loin des statistiques officielles. En moyenne, chaque jour, près de 2 enfants succomberaient à des violences infligées par les adultes. Des enfants battus, séquestrés ou victimes de un véritable fléau. Nous sommes à Cambrai, dans le Nord. Un département où chaque année, près de 10 000 cas de maltraitance sur mineurs font l'objet d'un signalement. Ici, depuis 2011, la gendarmerie a mis en place une unité spécialisée unique en France, la cellule mineurs victimes. Elle est composée d'enquêteurs hors normes, spécialement formés à parler et à écouter un enfant. Ce matin, la maréchale des logis-chefs, Céline, 31 ans, enquête sur une étrange affaire. Le directeur d'un foyer qui accueille des enfants placés vient alerter les gendarmes sur un mystérieux courrier. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. Un pensionnaire de 13 ans et demi, que nous appellerons Marc, a reçu une lettre équivoque de la part d'un adulte de 60 ans, que nous appellerons Jean. Le 12 août au soir, l'éducatrice Anzelto m'amène un courrier qu'elle a reçu, donc j'ai pris connaissance de ce courrier. J'ai d'abord informé Madame Vincent, qui est l'aide familiale qui s'occupe de la d'être attentive à ce qui se passait pour elle et vraiment être attentive à lui parce que le contenu du courrier m'a questionné. Et cette lettre, la voici. Mon petit copain, j'ai passé de bonnes vacances, surtout avec toi, Marc. Tu es un bon petit bonhomme, consciencieux, et tu t'intéresses à tout. Tu apprends vite, continue comme ça, je suis fier de toi. On s'est super bien amusé, des vacances inoubliables. Tu m'as apporté du bonheur et fait passer ma solitude. Ne m'oublie pas, moi, je penserai à toi. Je te fais un gros bisou, je t'aime bien, mon petit copain. Jean. Le directeur du foyer d'accueil le raconte à Céline. Il a convoqué Marc pour l'interroger à propos de ce courrier, notamment pour déterminer la nature de cette relation entre cet homme, qui a l'âge d'être grand-père, et ce garçon, qui a 50 ans de moins que lui. Moi j'ai rencontré, je lui ai demandé si ce monsieur avait eu des gestes déplacés à son égard. La seule chose qu'il me dit, c'est qu'il lui a fait des câlins. Quand je lui demande de me décrire quel type de câlin, il fait référence à son papa, en disant que c'était des câlins comme papa. Quand je lui dis que ça me paraît inadapté avec un garçon de 14 ans, il me dit bah oui, finalement j'ai raison, c'est inadapté. Et quand je lui demande s'il a eu des gestes qui pouvaient toucher son intimité ou être franchement inadapté ou agressif, il me répond pas. Il baisse les yeux, il me répond pas.
Eh bien merci d'être venu. C'est très cool, je vous raccompagne. Pour les gendarmes, l'enquête sur cette singulière amitié épistolaire entre un homme d'âge mûr et un adolescent qui se serait fait des câlins s'annonce complexe. Car les expressions employées dans cette lettre par l'adulte sont assez ambiguës aux yeux des enquêteurs. Tu m'as apporté du bonheur et m'as fait passer ma solitude. Ne m'oublie pas, moi je penserai à toi. Je te fais un gros bisou, je t'aime bien mon petit copain. Donc voilà. Donc c'est assez... Sur le fil du rasoir, là, avec... Puis Ouais. tu m'as fait passer ma solitude, je sais pas. Faut voir comment... C'est un peu à double sens, quoi. Faut l'interpréter, ouais. On est parti? On est parti. Pourquoi un jeune adolescent a-t-il reçu un courrier que les gendarmes considèrent comme équivoque de la part d'un sexagénaire? Céline décide de se rendre au foyer d'accueil où habite Marc. J'aimerais bien voir un petit peu les lieux où il dort, où il vit, voilà, pour me faire un peu une petite idée de son lieu de vie. C'est ici que le jeune destinataire de la lettre a été placé depuis près d'1 an. Bonjour. Marc n'a pas toujours résidé dans ce foyer d'accueil. Voilà près d'1 an, il a été séparé de sa famille et éloigné de ses frères et sœurs. Les services sociaux ont estimé que son beau-père et sa mère avaient fait preuve de négligence dans son éducation. Comme les 60 enfants du foyer, des garçons ou des filles, qui ont au maximum 18 ans, Marc doit maintenant se reconstruire. École, activités diverses, sport, tous ces enfants placés, privés de l'affection de leurs parents, ont le droit à leur chambre. Avec un adulte pour les épauler. Souvent, une femme qui fait office de mère d'accueil, une mère de substitution. Céline veut à tout prix entendre la mère d'accueil de Marc. Elle veille jour et nuit sur l'adolescent depuis 4 mois. Cette aide familiale connaît tout de l'univers de l'adolescent passionné de foot et de reggae. Et elle le jure, depuis la lettre, Marc n'est plus celui qu'elle connaissait, même si aujourd'hui, il semble s'être un peu calmé. Il dort quand même avec la porte entrouverte, Ouais. d'habitude plus fermée. Mais bon voilà, plus de terreur nocturne comme il a pu avoir plusieurs reprises dans la nuit, en train d'hurler. Et bon, je venais le réveiller, je le réveillais vraiment bien pour vraiment pas qu'il reparte dans son cauchemar. D'accord. Et ses relations avec les autres ados, ça va mieux ou... Ça dépend des jours. Ouais. Très lunatique, ça peut être super conflictuel comme meilleur ami d'enfance. Ça change des jours, il est pas pareil. Le garçon ne veut plus du tout entendre parler du courrier, et encore moins de l'expéditeur, Monsieur Jean. D'accord. Et il parle plus, il ne demande pas des nouvelles. Plus du tout. C'est au contraire, il essaye d'éviter le sujet au maximum, puis on l'embête plus avec ça. Oui, mais c'est ce qu'il On a faut eu la faire. période tout le temps en parler. Puis si ça va mieux... Et ouais, là ça commence à repartir un petit peu. Des crises d'angoisse nocturne. Une veilleuse allumée pendant son sommeil. La porte de sa chambre nécessairement ouverte pour se rassurer dès que la nuit tombe. Visiblement, Marc, 13 ans et demi, aurait été traumatisé. Les gendarmes préfèrent donc attendre avant de l'auditionner. Mais grâce au témoignage du personnel du foyer d'accueil, Céline et son équipe ont à présent une idée plus précise de l'affaire qui pourrait s'apparenter à de la Une lettre singulière d'un adulte à un enfant, un adolescent qui évoque des câlins, des terreurs nocturnes inexplicables, et la personnalité de Marc, placé, sans famille, en carence affective, enclin forcément à rechercher un père de substitution. Il y a là pour les gendarmes, en apparence, tous les ingrédients d'une présumée affaire d'abus sexuels sur mineurs. En apparence seulement. De retour à la brigade, Céline récapitule tous les éléments récoltés sur les fameuses vacances à l'origine de toute l'affaire, là où Monsieur Jean a rencontré Marc. Tout a démarré au mois d'août dernier, à 150 km de Cambrai, à 2 heures de route du foyer. Comme chaque année, les enfants placés sont emmenés ici, sur la côte d'Opale. Le foyer loue chaque été une villa pour ses pensionnaires. Près de la plage, un grand bol d'air pur, au soleil, face à la Manche. Un séjour, en théorie, surveillé, encadré par des éducateurs.
C'est ici que Jean aurait fait la connaissance des jeunes vacanciers. Il aurait entamé une relation particulière avec Marc. Que s'est-il passé vraiment sur cette plage? Les gendarmes veulent le savoir. Ils souhaitent surtout cerner le profil de Monsieur Jean. N'est-il qu'un simple touriste qui a croisé par hasard Marc à l'occasion d'une balade estivale? Ou au contraire est-il un délinquant sexuel déjà condamné qui aurait pisté les enfants depuis Cambrai? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le savoir. Le lendemain, Céline est préoccupée par plusieurs questions. Pourquoi Monsieur Jean, qui aurait aux alentours de 60 ans, a-t-il écrit à un garçon qui n'en a pas 14? Que signifient les câlins dont l'adolescent a parlé au directeur du foyer d'accueil? Et surtout, qui se cache derrière Monsieur Jean? Salut! Durant des heures, les gendarmes se lancent dans les recherches. Ils connaissent le nom et le prénom de Monsieur Jean. Fanny, la coéquipière de Céline, a décidé de se renseigner pour savoir si l'homme n'est pas connu défavorablement dans sa région. Oui, bonjour, c'est le chef SAR de la brigade de Clary. Dites-moi, on a une enquête actuellement, là, on essaie d'en savoir un peu plus sur un monsieur. Alors je voulais savoir s'il était connu chez vous. Parce que ce serait quelqu'un qui s'intéresserait aux enfants. A priori, l'homme n'a jamais fait parler de lui dans sa commune. Les enquêteurs ne se découragent pas. Ils traquent Monsieur Jean dans les fichiers des permis de conduire. Rien non plus. Céline se connecte à une base de données précise, le FIGES, un fichier dans lequel sont fichées près de 60 000 personnes impliquées dans des affaires de mœurs. Si Céline le consulte, c'est pour vérifier que l'homme n'est pas un délinquant sexuel déjà mis en cause. Non, il n'est pas inscrit. Non, il n'y a rien du Non, tout. il n'y a rien non plus. Il s'est peut-être jamais fait prendre. Là, il s'est jamais fait prendre vu qu'il n'est pas connu. Et l'homme n'a pas d'antécédent judiciaire. Les deux enquêtrices tentent alors une ultime démarche sur les réseaux sociaux. Donc c'est important pour nous dans le sens où on veut voir s'il y a une activité déjà, s'il est souvent présent sur Internet. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est de voir aussi ses amis, en fait, les contacts qu'il a, voir s'il n'y a pas non plus des photos tendancieuses ou quoi sur son profil, quoi. Après quelques minutes, les gendarmes découvrent enfin un visage. C'est lui. Mais au final, la récolte des informations est assez mince. C'est pas gagné. Pour l'instant, le profil est très maigre. Il a que 5 amis. Dans ses contacts, apparemment, la dernière activité remonte au 30 mars 2011. 5 amis sur Internet. Aucun signalement dans sa commune. Pas d'implication dans des affaires de mœurs. Monsieur Jean serait un citoyen ordinaire, au-dessus de tout soupçon. Un ancien commerçant, un retraité, autrefois marié avec 3 enfants devenus adultes. Aujourd'hui, l'homme vit seul au bord de la mer, dans une station balnéaire, sur la côte d'Opale, dans cette même commune où Marc a passé ses vacances avec les autres enfants du foyer. Ce serait donc logique qu'il ait pu croiser l'adolescent par hasard cet été. Sauf que, les gendarmes vont le découvrir, ce n'était pas du tout une coïncidence. Le lendemain, à la brigade, l'enquête progresse subitement. Chef Olin, on y va? Oui. Cette jeune femme de 30 ans est l'une des éducatrices qui a conduit les enfants jusqu'à la mer. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. Lorsque le petit groupe s'est garé devant le front de mer, un drôle d'individu surgit de nulle part a débarqué. Et donc quand je suis arrivée sur l'avenue principale Ouais. qui donne face à la mer, souvent j'arrive comme ça les enfants voient la mer avant d'aller s'installer à la maison. Et donc il était assis sur le muret qui regardait la route, enfin les véhicules arriver. Donc moi sur le moment j'avais pas percuté, mais je vois quelqu'un qui nous fait signe, donc je regarde et je vois que c'est lui. Donc moi je fais le tour et puis je me garde devant la villa. Et là le temps de descendre et de commencer à descendre les sacs, en fait il est arrivé tout de suite pour nous dire bonjour. Donc il a dit bonjour aux enfants, dit ah bon on se reverra cette semaine, bah, je sais pas, peut-être qu'on se croisera, enfin. Dès que vous vous êtes garé, lui, il est venu en fait. Oui, il a essayé d'engager la conversation. Alors ça y est, vous êtes arrivés, il m'a dit bah, on va se revoir cette semaine. Je me souviens déjà. C'était bah, une question ou une affirmation, si vous vous souvenez?
Je dirais plus une affirmation. L'éducatrice vient de le révéler à Céline. Jean semblait attendre les enfants du foyer d'accueil et afficher clairement son intention de les revoir. Une attitude un peu bizarre. Retraité solitaire qui cherche un peu de compagnie en plein été? Ou y a-t-il autre chose? Les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Car ils vont apprendre que non seulement Monsieur Jean attendait les enfants, mais qu'en plus, durant près d'un mois, il a joué avec eux, comme un éducateur du foyer. Pourquoi Monsieur Jean attendait-il les enfants? Son attitude intrigue les gendarmes. Alors ils interrogent l'un des plus petits du foyer. Nous l'appellerons Pierre. Bonjour. Tu viens? Un petit garçon qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a des souvenirs très précis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On traînait avec quelqu'un. On a traîné avec quelqu'un et puis voilà. C'est ça? Ouais. Alors c'est qui ce quelqu'un? Quelqu'un qui s'appelle. Tu le connaissais pas avant, toi? Non. Non? Tu l'avais jamais vu en fait? Non. Alors et toi, tu l'as trouvé comment alors? Sympa. Donc tu dis qu'il était sympa, c'est ça? Ouais. Alors il était sympa, c'est-à-dire il faisait quoi pour être sympa? Avec nous, il jouait aux raquettes. Il nous faisait du bateau avec. Il nous faisait du matelas gonflable. Enfin, on s'éclatait. Double surprise pour les enquêteurs. Non seulement, comme l'a dit une éducatrice, Jean attendait bien les enfants, mais en plus, il s'est incrusté dans la troupe des jeunes vacanciers. Autre détail que confirme l'enfant, Jean était sympathique avec tous, mais surtout attiré par un garçon en particulier. Il était proche de quelqu'un en particulier? Ouais. Toi, ça t'a ennuyé qu'il soit proche? Ouais, parce que je voulais bien être avec. Il était sympa, ouais. Tu veux dire autre chose? Non. Pressé de finir. Le petit garçon n'a plus rien à ajouter. Il a tout de même confirmé l'orientation de l'enquête. C'est bien Marc qui était le plus proche de Monsieur Jean. Une amitié particulière entre un homme et un enfant qui ne se résume pas à une simple lettre. C'est ce que vont révéler les prochains enfants du foyer d'accueil. Cette fois-ci, ce sont les plus âgés, que nous appellerons Thierry et Valérie. Bonjour. On y va? Grâce à ces jeunes adultes, l'enquête va s'accélérer. À 18 ans et demi, Valérie a son franc-parler. Quant à Thierry, il serait un proche de Monsieur Jean. Pour la première fois, aux yeux des gendarmes, Monsieur Jean va apparaître sous un nouveau jour, beaucoup moins sympathique. Un homme âgé qui se livrerait à un drôle de petit manège aux côtés de Marc. Des fois, vous étiez à la plage, qui arrivait en fait. Il allait manger chez le Il avait la gêne de la maison et il le prenait tout le temps, toute l'après-midi jusqu'au soir. 22h voire 1h du matin. Ouais, Puis il allait faire des sorties avec. d'accord. Les enquêteurs sont surpris. Selon la jeune fille, Jean et Marc étaient donc un duo inséparable. Un couple qui disparaissait très tard le soir, contrairement au règlement. Que faisait donc l'éducatrice chargée du jeune adolescent? Et elle disait quoi, elle? Rien de spécial. Ça l'ennuyait ou pas? Je sais qu'au début que je suis arrivée, moi, elle m'avait dit que ça m'ennuyait un peu parce que était tout le temps Ouais. et que les autres étaient de côté, forcément ils étaient jaloux. Donc après elle a été voir et puis ça s'est réglé. Et donc voilà. Et après elle a continué à rester avec moi, mais je ne vais pas rien dire. Ouais, tu dis que ça s'est réglé, mais finalement non en fait. Parce que il a continué, c'est ça? Une éducatrice qui laisse l'enfant au bon vouloir d'un adulte, passé 1h du matin. Un sexagénaire, pressant, aux côtés d'un adolescent de 13 ans et demi. L'enquête prend une allure singulière. Pour en avoir le cœur net, Céline veut savoir ce que déclare l'autre témoin. Et là, tout change. Car Thierry vient de dire l'inverse de ce que prétend Valérie. D'après lui, Jean n'était pas attiré par Marc. C'était pas plus que les autres. Ils sont. Donc lui il dit qu'il a passé du temps avec tout le monde. Ouais.
Pourtant, c'est pas ce qu'elle dit. Puis, l'ensemble des autres ados. Ils disent que Mika et elle, ils étaient toujours ensemble. Ah, mais C'est pour moi, je trouve qu'ils sont un peu ensemble. pourtant, les autres, ils disent que, ben si, que les autres ados étaient jaloux parce que ils étaient toujours avec. Non, je suis pas jaloux. Finalement, ils passaient pas trop de temps ensemble, c'est un peu bizarre, quoi. Ils ont passé trop de temps ensemble. Céline est intriguée, ce ne sera pas sa seule surprise. Elle va pouvoir enfin voir le sieur Jean et Marc. Tu me montres, s'il te plaît? Thierry a en effet pris beaucoup de photos de leurs vacances d'été. C'est lui en fait. D'accord. Et là, c'est qui alors? C'est lui. Pour la première fois, les enquêteurs découvrent l'adulte et l'enfant côte à côte. Jean et Marc, complices et souriants. La photo prise en gros plan ne permet pas de savoir si les deux se tiennent la main ou se prennent la taille. Ça, c'est qui? Pour les enquêteurs, ces photos représentent une avancée significative. Mais Céline va vite devoir déchanter. Il y a des photos du groupe? J'en avais, mais je les ai plus. Ouais, est-ce que Je les ai effacés c'est pas Réwa. Parce qu'il y en a qui ont été effacés, là, non? Lui, sans passeport, il a dû les effacer par Réwa en faisant un trait dans les photos. Qui les a effacés? Je pense à des documents. Sinon, j'en avais, c'était une photo de groupe avec des. Ouais, elles sont où, celles-là? Celles-là, je les ai plus, celles-là, j'ai essayé de les récupérer, mais Pourquoi tu les as effacées? je sais pas, j'ai dû faire à Réwa. Tu pourras le noter, ça. Comme d'habitude, moi, j'efface pas comme ça des photos. Bah, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre parce que tu effaces justement les photos de groupe avec. Tu dis que bah, finalement il était pas plus avec ça qu'avec elle, c'est bizarre. Après, c'est peut-être ton copain, hein. Tu t'entends bien. Oui, je m'entends bien. Après, il y a rien de mal à nous dire la vérité. Hein. J'ai la vérité, moi, pour moi, ça fait pas. Moi, je suis pas convaincue. Hein. Et ma collègue non plus. Hein. Pour raconter mes bobards. Hein. Ouais, mais les autres ados, ils ont pas la même version que toi. Il y a que toi qui a pas la bonne version. Hein. Et puis en plus, tu m'effaces les photos, donc. C'est une mauvaise surprise pour Céline, car Thierry a peut-être, pour une raison inconnue, détruit des preuves compromettantes. L'enquêtrice l'ignore, mais il n'est pas le seul à s'être débarrassé d'éléments importants sur les relations entre Marc et Jean. Dans la salle d'à côté, en effet, Michel, le collègue de Céline, a appris des choses surprenantes de la bouche même de l'autre témoin. Elle me dit qu'en fait, il servait de son portable pour envoyer des messages à Béron, où il mettait des cœurs en lui disant « je t'aime, tu me manques ». Tu les as gardés, ces messages? Je pense qu'il les a supprimés. J'ai envoyé des messages sur mon téléphone et c'est là qui avait mon téléphone. Une nouvelle fois, pas de chance pour les gendarmes. D'éventuelles preuves ont disparu. Et c'est d'autant plus ennuyeux que selon Valérie qui les a lus, ces messages étaient très ambigus. Toi, qu'est-ce qui te choquait en fait? Que c'était pas adapté, des cœurs, je t'aime en dessous. Après, il a 52 ans, il en a que 14 ans. Toi, ça te paraissait plus quoi, de l'amour ou de l'amitié? Je sais pas. Tu sais pas. T'as le droit de pas savoir, hein. Mais tu trouvais ça bizarre en fait. Reste le plus spectaculaire. Jean n'a pas écrit que des mots doux à son protégé. Il a réservé à Marc d'autres attentions. Qu'il a fait offert des choses particulières ou quoi? Il lui a offert une montre, une mallette à outils si je ne me trompe pas, des petits jeux, une écharpe il me semble. Il lui a offert beaucoup de choses, 10 € aussi. Et il lui avait transmis 5 € pour moi parce que je prêtais mon téléphone qui envoie des messages. Chose que j'aurais pas dû faire, évidemment. À ce stade de l'enquête, le dossier reste fragile avec de multiples questions et tellement d'éléments contradictoires qu'il convient de rester prudent. D'abord, faut-il croire Thierry qui affirme que Monsieur Jean n'a rien fait de mal? Ou au contraire, faut-il privilégier Valérie qui assure l'inverse? Ensuite,
Quelle preuve pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? L'intégralité des photos, à l'exception de 3 clichés pris par les enfants, a été effacée comme les textos entre Monsieur Jean et Marc. Enfin, pourquoi l'éducatrice, que nous appellerons Jacqueline, ici à l'image aux côtés de Monsieur Jean, a-t-elle laissé seul Marc chez le sexagénaire? Sans aucun élément véritablement déterminant, les gendarmes vont être obligés de se rabattre uniquement sur la parole d'un enfant. Forcément fragile, forcément sujette à caution. La version de Marc. Le lendemain, à la gendarmerie. C'est le moment clé de l'enquête. L'audition de la jeune victime supposée. Marc, 13 ans et demi. Michel et Céline ne veulent pas rater cette audition capitale. Ils préparent donc la salle Mélanie. Une pièce où les enfants doivent se sentir en confiance. On y a installé des jouets pour faire oublier qu'il s'agit d'une salle d'interrogatoire. Ici, les gendarmes ont entendu et enregistré des secrets sordides, des aveux déchirants, entre pure vérité et mensonge total. Chaque enfant a une attitude différente, et une approche différente pour nous raconter ce qui lui est arrivé, quoi. C'est toujours difficile pour nous d'être à 100% sûr que l'enfant ment ou l'enfant dit la vérité. On peut avoir des doutes en disant là il s'est passé quelque chose, mais sans la parole de l'enfant, on ne peut rien faire. Après avoir été perturbé, Marc semble aujourd'hui moins angoissé lorsqu'il s'installe dans la salle Mélanie. Céline et Michel ont de multiples questions à lui poser. Que signifie la lettre expédiée par Jean? Pourquoi est-il si malheureux depuis le départ de cet homme? Pour interroger l'enfant, les enquêteurs prendront une fois de plus toutes les précautions. Sa parole et sa gestuelle seront décryptées par Céline qui se trouve à l'étage. L'adolescent ne sera pas interrogé par cette femme, car Céline a opté pour une autre stratégie. C'est Michel qui va l'auditionner et pas moi, parce qu'on a l'impression du ressenti un petit peu de la procédure que Michel a l'air plus à l'aise avec les hommes. Donc je me dis qu'il sera peut-être plus à même de se confier à Michel pour savoir si s'est passé quelque chose ou pas avec ce fameux. De toute façon, je vais l'attaquer direct, il sait pourquoi il est là. Donc tu prends pas l'oreillette, tu remonteras, puis on fera un... Ouais. Bon, à tout à l'heure. C'est donc un homme, Michel, un enquêteur chevronné, qui va tenter de recueillir la parole de l'enfant. Il prendra son temps, choisira ses mots, car souvent les victimes d'abus sexuels ont beaucoup de mal à se confier. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Dis-moi, ce que tu sais. C'est l'histoire où j'étais en vacances. Ouais. Et pour parler de quelqu'un en particulier? En plus de... D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées où tu te questionnes en disant est-ce qu'un adulte, il doit faire ça? Non. Marc a un peu de mal à s'exprimer. Un détail intriguant pour Céline. Est-ce que je lui ai dit de rien dire? Je sais pas. L'enfant est-il manipulé par l'adulte pour se taire? Michel ne désarme pas pour autant. Et vous allez le voir, au détour de questions anodines, le gendarme va finir par en apprendre beaucoup. Est-ce que tu es allé autre part qu'à la plage? Seul avec lui, je veux dire. Chez lui. Ok. Et arrivé chez lui, alors, qu'est-ce que vous faites? On répare des vélos. C'est une maison ou un appartement? Un appartement. Un appartement. Ce n'est pas par hasard que Michel demande à Marc de faire un descriptif détaillé de l'appartement. En fait, le gendarme vérifie si le garçon connaît une pièce, précisément. Il y a combien de chambres? Une chambre? Et sa chambre, c'était comment à l'intérieur? Pas de voiture. Des voitures. De collection. Sur le ton d'une banale conversation, Michel laisse le garçon s'exprimer jusqu'à d'éventuelles révélations, qui ne vont pas tarder. Après, on va à la télé. J'ai déjà mangé chez lui. Je me suis déjà douché chez lui. C'est le tournant de l'interrogatoire. Et pourquoi tu te retrouves là à prendre une douche chez lui? Je sais pas. Il m'a dit tiens, tu peux prendre ta douche.
Pourquoi il te dit ça? Je sais pas. Est-ce que t'étais sale? Non. Je sortais de la plage, c'est tout. Pour Michel, l'important est de savoir maintenant où se trouvait l'adulte lorsque l'adolescent a enlevé ses vêtements. Donc il te voit te déshabiller? Non. Il est où lui quand tu prends ta douche? Dans la salle à manger. Et la porte? La salle de bain? Elle est fermée. D'accord. Est-ce qu'à un moment il a pu te voir nu ou un peu déshabillé? Non. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il se douchait aussi un peu après moi. Une invitation à prendre une douche. Mais ce n'est pas tout. Jean a aussi formulé une autre proposition bien plus troublante. Il va te proposer aussi de dormir là? Combien de fois? Une fois. Une fois? C'était pour dormir où? Dans son lit. Comment tu le sens, toi, que tu sais très bien pour dormir dans son lit avec lui? Il a que ça. Aux yeux des gendarmes, l'affaire prend toute sa dimension après les révélations de Marc. L'enfant nous dit clairement qu'il savait très bien que c'était pour dormir avec dans le même lit. Donc il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a un truc. Soit il s'est passé quelque chose, ou soit il allait se passer quelque chose si il avait dormi là, quoi. Tu m'attends là? Michel marque une pause. L'adolescent ne veut pas ou ne peut pas en dire plus. A-t-il dit la simple vérité ou cache-t-il des secrets? Les gendarmes imaginent toutes les hypothèses après la déposition de l'enfant. S'ils se sont douchés, c'est qu'il y a eu quelque chose. Tu te douches pas, je sais pas, je vois pas l'intérêt de se doucher ou il le regarde tout nu, quoi. Tu sais, je sais pas. Ou alors je vais préparer le terrain Oui, pour la semaine d'après. Ouais, ou peut-être qu'il préparait, mais bon. Tu t'es persuadé qu'il y a quelque chose. Enfin là, les trucs alors qu'il propose, il confirme lui-même. Ils se sont peut-être juste caressés pendant qu'ils regardaient un film. Et regardaient les Schtroumpfs. Les enquêteurs sont perplexes après la déposition de Marc. Pour le moment, leur dossier reste maigre. La victime supposée évoque des attitudes ambiguës de la part de Jean, mais rien d'illégal. Aucune accusation d'abus sexuel ou d'exhibition. Le gendarme tente alors un sujet plus intime. Est-ce qu'il est arrivé pendant le séjour où tu étais là-bas que vous fassiez des câlins? Ouais, c'est arrivé une fois. Bon. Qui fait des câlins à qui en fait? C'est lui. D'accord. Les bisous? Est-ce qu'il y a plus? Non. Même pour te dire bonjour hein, quand il arrive ou... Non. Non. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait ça. Tu vois. Alors est-ce qu'il y a eu? Non. Est-ce que il est arrivé qu'il te touche à certains endroits du corps? Non. Non. L'audition se termine. Les trois gendarmes se retrouvent à l'étage, avec une nouvelle question sur le comportement de Marc. Il a pas l'air, je sais pas, tu vois, il est mal à l'aise, puis après on a l'impression de sélectionner, tu sais, qu'il s'en fiche, quoi. Ouais. Sur la vidéo dont disposent les gendarmes, l'enfant semble en effet mal à l'aise. Il se tord les mains, agite sa jambe. Simple stress de l'audition ou au contraire dissimule-t-il quelque chose? Après l'audition de l'enfant, les gendarmes rencontrent de nouvelles difficultés. Car rien ne prouve que M. Jean ait franchi la barrière de l'interdit. Marc ne l'a jamais accusé d'abus sexuels. Il a donné une version. Et si c'était l'ado qui s'était endormi chez Jean après la plage? Et si c'était lui qui avait voulu se doucher? Reste pour les enquêteurs à répondre à une deuxième question. Quel rôle exact a joué Jacqueline, celle qui a permis à un enfant de 13 ans et demi de rester chez le sexagénaire jusqu'à 1h du matin? Une éducatrice qui respecte habituellement les consignes et qui, là, semble avoir tout oublié, pour une bonne raison qui lui paraît évidente. C'est le personnage clé de toute cette étrange histoire, Jacqueline.
C'est sous sa surveillance que l'ancien commerçant a pu approcher les enfants Allez-y. et fréquenter Marc avant de lui écrire. Si, ici. Céline veut l'entendre pour découvrir les raisons d'une telle négligence. L'enquêtrice ignore que le témoin va alors avancer des arguments plutôt déroutants. Vous pensiez quoi, vous, de la présence de à ce moment-là? À quel moment? Bah, vu qu'il était tout le temps là, qu'est-ce que vous en pensiez? Moi, en fait, ça m'a apporté un poids masculin parce que, bon, avec 6 enfants, je me sentais un peu épaulé. Céline découvre ainsi que l'éducatrice, débordée, considère Jean comme un collègue qui lui donne un coup de main. Un collègue mais aussi un indispensable maître nageur. Un détail qui change tout. Moi, j'ai peur de l'eau, donc moi, j'étais bien plutôt de trouver Léa parce que, bon, je me suis avancé vers l'eau, mais il a pris Léa, il a pris un Léa, leur faire un petit tour de bateau en bateau de plastique. Céline n'est pas convaincue par les explications du témoin. Elle cherche donc à savoir précisément la véritable raison qui a fait basculer l'éducatrice. Pourquoi cette professionnelle semble avoir donné sa confiance aveuglément à un monsieur de 60 ans? C'est quelqu'un qu'on connaissait. Donc moi, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, connaissant, surtout qu'il était intervenu au sein du en tant que Père Noël, il a côtoyé les autres enfants. C'est plus parce qu'il est venu au... Ben oui, bon, il était là en tant que Père Noël, je veux dire, donc on commençait à le connaître, il a fait plusieurs fois le Père Noël. L'éducatrice a raison, et les vidéos des fêtes de fin d'année saisies par les gendarmes le prouvent. Le 25 décembre 2011, voilà près de 2 ans, le foyer de Cambrai et ses 60 enfants fêtent Noël. Des petites filles dansent sur un air de Claude François. Une prestation dans une ambiance familiale, sous l'œil attendri des éducatrices. Puis c'est au tour des adolescentes. Tout à coup, l'homme le plus attendu de la soirée apparaît, le Père Noël. En théorie, personne ne sait qui c'est. Ici, comme d'habitude, il est méconnaissable dans son costume rouge. Distribution de cadeaux, bisous, câlins. Le maître de cérémonie déguisé semble dans son élément. Pourtant, sur certains plans, sous la barbe blanche, aucun doute possible, on reconnaît partiellement les traits du visage de Monsieur Jean. Un homme à qui on donne toute sa confiance, en contact direct, chaque 25 décembre, avec les enfants, garçons ou filles, de tous âges. Il était donc bel et bien un habitué du foyer. Céline tente de faire comprendre à l'éducatrice que c'est sans doute sa gentillesse et son aveuglement qui ont permis à Jean de nouer une amitié singulière avec Marc. Vous n'avez pas des amis de 13 ans? Non, les amis, très non, mais je comprends tout à fait ce que vous dites, mais... Parce que là, il faut comprendre quand même que des éléments qu'on a et qui ressortent, il y a un climat assez malsain quand même. De cette personne de 62 ans, voilà, qui se lie C'est ce qu'on m'a dit. qui se lie d'amitié et voire une amitié plus poussée. Je sais pas, moi, il invite un gamin de 13 ans chez lui presque tous les jours. Le gamin se douche chez lui. Il y a plein d'éléments qui sont étranges. Oui, ils sont étranges, mais enfin, moi, je le perçois pas comme ça. Donc, enfin, moi, je vois pas le mal. L'éducatrice ne voit pas le mal, car elle était sous le charme de Monsieur Jean, le si gentil Père Noël du foyer. L'éducatrice n'est pas la seule à donner toute sa confiance au retraité. Une des plus anciennes amies de Jean l'a fait également. L'homme est le parrain de son fils. Bonjour. On y va? Pour les gendarmes, c'est un témoin capital. Cette femme, que nous appellerons Marie, c'est grâce à elle que Jean a pu fréquenter le foyer, rencontrer les enfants, faire le Père Noël. Une ancienne mère d'accueil qui ne tarit pas d'éloges sur son vieil ami. Apparemment, vous le connaissez bien, parce que bon, forcément, on a fait quelques investigations sur cette personne, donc c'est pour ça que je vous ai fait venir, pour qu'on parle un petit peu de lui, savoir un petit peu ce que vous savez, ce que vous pouvez nous dire sur lui, ses habitudes, où il habite, etc. Voilà. Avec très objectif, c'est quelqu'un qui est vraiment pas malfaisant du tout, qui est beaucoup dans les émotions. Donc,
Il vit à Ouais. Il vient souvent à la maison, puisque c'est le D'accord. parrain de mon fils. Ok. C'est un ami de la famille de longue date. Vous me dites, bon, il est gentil avec les enfants, mais ce n'est pas malsain. Alors pourquoi vous me dites que ce n'est pas malsain? Parce qu'il n'y a pas de geste déplacé, il n'y a pas de parole, comment je pourrais dire ça? Par exemple, genre, t'es un bon gars, tu vois, fais un travail à l'école, fais attention à toi, enfin voilà, bon conseil quoi, c'est pas... Et Marie de décrire un homme très banal. Jean, un commerçant à la retraite, séparé de sa femme, père de 3 enfants, qui vit seul depuis des années. Bref, un homme irréprochable, au grand cœur, qu'elle laissait même dormir dans la chambre de son fils. Est-ce qu'il a déjà dormi au... Oui. Chez vous? Dans votre maison, en fait? Mais la chambre de mon garçon est en bas, donc c'est superposé. Dans la chambre de mon fils. Marie donnait donc toute sa confiance à Jean. Pourtant, comme elle va le découvrir face à Céline, il y a certains détails qu'elle ignore. Des détails qui vont lui faire revoir son jugement sur Monsieur Jean. Jusqu'ici, elle était persuadée que le parrain de son fils ne lui cachait rien. Est-ce qu'il vous a dit aussi que tu es venu chez lui? Est-ce qu'il vous a dit aussi qu'il avait pris à 2 reprises 2 douches chez lui? Non. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait offert des cadeaux? Des cadeaux. Est-ce qu'il vous a dit qu'il aurait aimé que dorme chez lui? Il lui a demandé de dormir là? Et C'est qui l'a demandé ou c'est le gamin qui l'a demandé? apparemment, c'est... Le souci, c'est qu'il a passé beaucoup de moments seul avec nous, en fait. Marie est interloquée, mais Céline poursuit, pour savoir si Jean ne s'est pas intéressé à d'autres enfants dans l'entourage de cette mère de famille. Est-ce que votre fils, lui, s'est déjà retrouvé tout seul avec... Oui. Oui, non, mais je sais bien, mais je vous pose quand même la question, ce qui est normal. Hein. Et je vais même vous dire que je lui ai demandé, j'ai demandé s'il avait déjà eu, on ne sait jamais, de se faire. Hein. Et il m'a dit, moi, certainement pas. Bon, voilà. Si vous avez demandé à votre fils, c'est que vous aviez un doute quand même. Ah, pas un doute, mais je voulais quand même savoir, quoi. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter? Non. Ma surprise, moi, je pensais qu'il avait passé plus de temps avec tout le monde. Pas... Céline n'est pas très étonnée par la surprise du témoin. Au revoir. Bien souvent, lorsqu'il y a des soupçons ou des rumeurs de les proches ont beaucoup de mal à envisager le pire. Alors? Eh bien écoute, ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, portrait positif de... Il est pas malsain, il est comme ça, c'est son naturel, grand cœur, machin. Mais elle explique quand même qu'elle a posé la question à son fils. C'est magique qu'il lui avait rien fait, quoi. Donc je lui dis, vous avez quand même eu un doute. Bah ouais. Et j'ai là, vous doutez plus? Bah non. Comme son fils lui a dit que ben, je lui avais rien fait, bon ben, elle a plus aucun doute pour elle. Là, je fais pas de mal à un enfant, quoi. Mais elle a eu un doute quand même. Même si elle le connaît depuis 15 ans, voilà. Pour les gendarmes, 2 thèses s'affrontent toujours. Jean est-il, comme le croit sincèrement son ami, incapable de faire du mal? Ou au contraire, est-ce un pervers manipulateur? À ce stade, l'enquête a au moins mis au jour un grave dysfonctionnement au sein du foyer. Le directeur a en effet décidé, sans attendre, de se séparer de l'éducatrice qui laissait seul le soir le garçon en compagnie du sexagénaire. Allez-y, rentrez, asseyez-vous. Il s'est senti en confiance, je pense, hein, et donc il y avait une vraie ouverture qui lui était mise. Oui, puis je pense que le fait que voilà, il connaissait déjà un peu le... C'est ça, il a dû sentir qu'il n'y avait pas de contrôle de la part de la maîtresse. Oui, puis étant toute seule avec ses enfants-là... Enfin, voilà, quand elle m'a dit qu'il était rentré très tard le soir, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte. Je lui ai dit,
vous auriez dû faire un habitude. Enfin, voilà, vous êtes dans la loi. Enfin, Elle, ça l'inquiétait pas. Qui rentre à 1h du matin, ça... je pense qu'elle en mesurait pas du tout l'impact. Une faute professionnelle de la part d'une éducatrice. Et l'attitude d'un adulte qui pose question, mais qui n'est en rien hors la loi. Les gendarmes filent vers le palais de justice de Cambrai. C'est désormais au tour du procureur de la République de se prononcer sur les suites judiciaires à donner à cette affaire. Un curieux dossier, comme c'est souvent le cas dans les affaires de mineurs, où les preuves manquent, où la parole de l'enfant n'a débouché sur rien de répréhensible. Bonjour. On a rendez-vous avec monsieur le procureur. Mais alors l'éducatrice, elle le laissait partir, enfin, c'est ça qui est assez incroyable. Oui, donc l'éducatrice pour l'instant, elle est... Ben non, maintenant on a eu le directeur hier, bon elle est licenciée parce qu'elle était en dispense de travail. D'accord. Donc elle, nous on l'a entendu, puis elle explique qu'en fait, bon, n'était pas forcément un inconnu puisqu'il était déjà venu faire le Père Noël. Ouais, c'est quand même une sacrée différence entre faire le Père Noël au milieu des enfants et des adultes et de laisser un gamin, qui a quel âge d'ailleurs Lui, il a 13 ans. 13 ans, partir avec un type comme ça et passer ses journées avec ce type, quoi. Faute d'éléments concrets pour le placer en garde à vue et le poursuivre, Jean sera donc convoqué prochainement comme simple témoin. La justice restera attentive à ses futurs comportements. On a quand même quelqu'un qui a des agissements un peu suspects, voire curieux, même s'il n'y a pas de suite judiciaire, même s'il va être entendu comme témoin et pas comme mis en cause, donc il ne sera pas fiché dans les services, dans les fichiers de la gendarmerie nationale. Moi, maintenant, on le connaît. On sait que c'est quelqu'un qui est un peu particulier. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans cette enquête, il s'agissait d'un adulte, hors de la cellule familiale, qui était soupçonné d'avoir eu des gestes déplacés sur un adolescent. Mais pour les enquêteurs, souvent, le danger se trouve au sein même du cercle familial. Des enfants sont battus à mort ou abusés par leurs propres parents. Des adultes sont traînés dans la boue par leur progéniture. Vengeance, amertume, fausses accusations ou peur bleue de ne pas dénoncer les bourreaux. Démêler le vrai du faux, c'est l'éternel défi des enquêteurs de la cellule Mélanie. Dans quelques instants sur D8, vous allez découvrir une nouvelle affaire encore plus inquiétante, un dossier délicat où les enquêteurs vont devoir s'immiscer dans la vie d'une famille de 4 enfants qui auraient subi des violences. Moi, c'est la première fois que juste ça voulait que je le vive comment? Réalité ou fiction, parole contre parole, les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ce matin, les gendarmes de la cellule mineure victime ont reçu un nouveau dossier qui leur semble tout aussi inquiétant. Je vais essayer de commencer les auditions filmées là, pour mon dossier sur Nalep. Ah oui, c'est que tu m'as parlé là. Ouais. Et là, ça part de qui? C'est qui fait la dénonciation alors Juge des enfants. Le dossier est hautement sensible. Une fillette de 8 ans s'est plainte devant un magistrat d'avoir été battue. La justice a demandé à Laurent, un gendarme chevronné, d'enquêter sur cette affaire. Vous avez évoqué les victimes de faits de violence de la part de la belle-mère, Martinet et enfants enfermés dans la cave. Pour respecter l'anonymat de cette petite fille, nous l'appellerons Juliette. Laurent recueille la parole des enfants. Son rôle maintenant va être de déterminer s'il y a eu violence ou non, et si d'autres membres de la famille ont aussi été victimes. Car Juliette fait partie d'une fratrie de 4 enfants. Elle a 2 frères de 11 et 6 ans et une sœur de 7 ans. En 2010, après la séparation des parents, c'est leur mère qui s'occupe d'eux dans un premier temps. Mais 2 ans plus tard, elle perd leur garde. Du jour au lendemain, la fratrie se retrouve chez le père et sa nouvelle compagne. C'est pendant cette période que Juliette aurait subi des violences. Le travail des gendarmes s'annonce difficile car depuis 9 mois, les enfants sont tous placés en famille d'accueil. Toute l'enquête va donc reposer sur les auditions des enfants et des adultes. Des interrogatoires complexes où chacun va devoir se souvenir d'un passé sans doute douloureux. Ce matin, Laurent et son collègue Michel vont auditionner Juliette avant d'aller plus loin. Leur objectif ? Vérifier si les dires de la petite fille sont crédibles. Les gendarmes vont l'interroger dans la salle Mélanie, la pièce spécialement aménagée, comme une chambre d'enfant.
Tiens, vas-y, je t'en prie, tu peux rentrer. On te laisse t'installer? Hein? T'as trouvé ta place? Parce qu'en fait, ici, tu vois, je veux pas d'ordinateur. Et regarde, tu vois, il y a des petites caméras. Tu vois? Juliette n'a pas l'air angoissée. Pour les enquêteurs, cette attitude cache parfois une forme d'anxiété. C'est peut-être de la détente de façade quand même, parce qu'à mon avis, elle est un petit peu nerveuse quand même. C'est un peu trop détendu. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est bon, Michel? Ouais. Tu mets en route, t'as mis en route peut-être? Non. Bon, bah tu peux le mettre en route. Rapidement, les enquêteurs vont se rendre compte que l'audition risque d'être plus compliquée que prévu. Moi, j'aime pas parler à un policier. Bon, regarde. J'aime pas parler à un policier. Je suis pas un policier, moi. Un gendarme. Un gendarme. Juliette n'est pas disposée à se montrer très bavarde. Alors, avant qu'elle ne se mure dans le silence, Laurent revient point par point avec elle sur les propos qu'elle a tenus devant le juge pour enfants. T'avais parlé d'une histoire de Martinet. Tu te souviens de ça? Oui, ça, c'était pas vrai. C'est pas vrai, ça? Qu'est-ce que t'avais dit? J'avais dit qu'ils nous donnaient des coups de martinet, que c'était pas vrai. Et est-ce qu'ils ont un martinet, papa, à la maison? Bah, non. Ils ont pas de martinet? Non. Devant Laurent, Juliette nie avoir été frappée. Elle revient donc totalement sur ce qu'elle avait déclaré devant le juge. La fillette de 8 ans a-t-elle menti? C'est ce que l'enquêteur va chercher à savoir. Comment tu lui avais dit ça? Explique-moi. Bah, parce que j'étais en colère après papa, puis... Pourquoi t'étais en colère après papa? Bah, parce que je savais qu'il allait pas venir. J'en avais marre, j'ai pris ma revanche, puis donc je me suis... T'as pris ta revanche? Juliette assure qu'elle aurait inventé toute cette histoire pour se venger de l'absence de son père. Un père qu'elle voit trop rarement à son goût, depuis son placement en famille d'accueil. Pour Michel, c'est un scénario un peu trop élaboré pour une fillette de 8 ans. Il y a peut-être eu pression des parents, ou d'un des deux sur elle. Parce que c'est quand même assez peu probable qu'elle ait inventé autant de choses simplement parce qu'elle était en colère, quoi. L'attitude de Juliette ne surprend pas les gendarmes, car pour beaucoup d'enfants victimes de maltraitance, il est très difficile de mettre en cause un adulte, surtout un proche. Les gendarmes vont poursuivre l'audition afin de savoir quelle est la part de réalité et de fiction dans les propos tenus par l'enfant. Pour démêler le vrai du faux, Laurent change de tactique. Il va orienter la petite fille pour qu'elle se souvienne de sa première déclaration devant le juge. Un petit truc que t'avais raconté à la juge. Tu te souviens, c'est quoi? Non. T'avais dit 3 choses à la juge. Bah oui, la cave. Voilà. Bah ça, c'est vrai. Tu me mettais à la cave. Ça, c'est vrai. Pour la première fois, Juliette confirme l'une des informations évoquées devant le magistrat. Il existerait bien une cave au domicile de son père. Reste maintenant à savoir ce qu'il s'y passait. Une première piste que Laurent compte bien exploiter. Qui c'est qui te mettait à la cave? Bah des moments quand on était pas sage, bah elle nous mettait à la cave. Là. Selon la petite fille, sa belle-mère se servait de cette cave pour la punir, elle, mais aussi ses frères et sœurs. Une confidence que l'enfant regrette déjà. Vous allez pas dire Pourquoi tu veux pas qu'on lui dise? bah, parce que elle va dire que c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, c'est important que tu nous le dises. Hein? Tu fais des couettes? Si c'est vrai, c'est important que tu nous le dises. D'accord? Laurent rassure la fillette. Ce qu'aimerait maintenant découvrir le gendarme, c'est le rôle joué par le père des enfants lors de ces punitions. Était-il informé ou non des agissements de sa compagne? Ce n'est pas avec Juliette que Laurent aura la réponse. En fait, c'est que mon père qui est gentil. Que- Pour, pas dans tout ça. Il n'y a que ton père qui est gentil. Oui. C'est lui qui m'a élevé, mon père. Bah ouais. Laurent sent qu'il n'en apprendra pas plus. Les enquêteurs décident de mettre un terme à l'audition. Juliette peut retrouver l'assistante familiale qui s'occupe d'elle.
Je t'embête encore 2 minutes. Je vois Tata pendant 2 minutes. Tu nous attends là? D'accord? Pour les gendarmes, certaines phrases prononcées par Juliette ne sonnent pas justes dans la bouche d'une enfant de 8 ans. Les enquêteurs de la cellule mineurs victimes se lancent dans une interprétation. Le récit de la petite fille aurait-il pu être orienté à l'avance par un adulte? Bah oui, il n'y a que mon père qui est gentil avec moi, c'est quand même lui qui m'a élevé. Ah oui. Pour l'instant, les gendarmes n'ont aucune preuve. Mais l'assistante familiale va quand même leur confier que la fillette a parfois un comportement étrange. Personnellement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Maintenant, ça se mélange, elle est très confuse parce qu'un jour elle dit blanc, un autre Ouais, c'est pas évident de les faire parler. Puis elle doit en avoir plein la tête aussi. À ce stade de l'enquête, les premières révélations de Juliette permettent à Laurent de se faire une idée dans ce dossier. Il y aurait bien une cave et la belle-mère y aurait déjà puni la petite fille. Mais rien sur les coups de martinet. Alors, pour en savoir davantage, les gendarmes comptent sur l'audition du fils aîné, le grand frère de Juliette. À 11 ans, le garçon, lui aussi en famille d'accueil, pourrait apporter plus de détails. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a eu un coup de martinet? Ouais, il y a très longtemps aussi. Oui, ça a déjà pris, mais il y a hyper longtemps. T'as déjà eu des coups de martinet? Par qui? Par papa, mais c'est tout longtemps. Et est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu un coup de martinet à la maison? Non. Pour le fils aîné, il y avait bien un martinet à la maison. Mais le garçon n'a plus le souvenir exact d'une éventuelle punition. Pourtant, il vient d'apporter un élément supplémentaire à Laurent. Ce ne serait pas sa belle-mère, mais son propre père qui l'aurait maltraité. Et ce n'est pas tout. Parmi tes frères et sœurs, il y a déjà quelqu'un qui est allé à la cave? Qui a déjà été enfermé dans la cave parce qu'il... Ouais, c'est déjà arrivé. On est arrivé, papa il l'a pris, il a fermé la porte de seconde et il l'a lâché. Là, elle est revenue. D'accord. C'était comme ça, vite fait. Comme Juliette, le grand frère confirme l'existence d'une cave, mais il minimise les punitions que les enfants auraient pu subir. Mais les parents, grosso modo, n'ont rien fait. Hein. Leur reprocher un coup de martinet il y a très longtemps à son père. Encore, il s'en servait pour faire peur. La cave, pareil. Devant les enquêteurs, aucun des enfants ne confirme la violence parentale. Leurs dépositions ont-elles été préparées à l'avance? Sans preuve, Michel et Laurent ont quand même quelques doutes. D'autant plus que la mère d'accueil du garçon, qui s'est aussi occupée de Juliette pendant l'été, va leur faire une révélation. Je pense que c'est une gamine qui a subi quelque chose il y a une paire d'années. Et elle n'arrive pas à se mettre dans la tête de peut-être qui, peut-être quoi. Donc elle n'invente pas, mais pour elle, elle a envie de le dire, mais le nom ne sort pas. Ça marche. Bon, on en reparlera de toute façon à l'occasion. Bien sûr. Ok. Je vous rapidement, je vous contacterai rapidement quand même, qu'on puisse se voir tranquillement. Les deux assistantes familiales qui ont été en contact avec Juliette sont unanimes. Cet enfant est perturbé. Mais pour l'instant, aucun élément ne permet à Laurent de comprendre ce qui aurait pu se passer. Au revoir mon grand. Allez, au revoir. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Pour le moment, les témoignages recueillis par les gendarmes sont encore trop fragiles pour interroger le principal suspect, le père des enfants. Alors Laurent va s'attacher à mieux cerner le profil de cet homme. Pour l'aider, il compte sur la future déposition d'une personne qui a partagé son quotidien pendant près de 10 ans à ses côtés, la mère de ses 4 enfants. Le lendemain matin, à la brigade de Cambrai, Laurent s'apprête à recevoir la mère des 4 frères et sœurs. Pour tenter de dresser avec elle un portrait psychologique de son ex-mari. Mais avant de l'entendre, le gendarme aimerait bien savoir si cet homme a déjà eu affaire à la justice. Il va donc consulter le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, une base de données où sont fichées toutes les personnes mises en cause. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Donc 2 faits de violence. Un premier fait qui date de 2010. Il a été mis en cause pour des violences volontaires aggravées. Donc on voit également la victime qui est son ex-femme. Le profil du père des enfants se précise. À l'époque où ils vivaient encore avec leur mère,
il a été mis en cause à 2 reprises pour des faits de violence. Il a même été condamné à 1 an de prison ferme. Il est mis en cause dans 2 affaires de violence. On peut quand même supposer qu'il a ce profil-là de personne violente. Maintenant, est-ce qu'il l'est encore maintenant? On ne sait pas. Là, c'était envers sa concubine ou sa femme. Est-ce qu'il a le profil pour être violent envers les enfants? D'après ce qu'ils nous disent, oui. Mais ça reste que leur parole. Des mots d'enfant que les gendarmes doivent interpréter avec prudence car les accusations sont graves et les conséquences pour cet homme pourraient être dramatiques. Quelques heures plus tard, la mère des 4 enfants arrive à la brigade pour être entendue sur les faits de violence dont elle a été victime. Et l'ex-épouse ne va pas mettre longtemps à révéler ce qui se passait sous son toit. Qu'est-ce que vous allez dire déjà sur votre vie commune avec monsieur? Quand est-ce que vous l'avez connu? Je l'ai connu, j'avais 15 ans. Oh, c'était l'affaire. Mais ça, je vous le dis, c'était... J'aurais dû me casser une jambe avant de le rencontrer, franchement. Pourquoi? Il me battait. Il m'a tiré les cheveux avec le gamin que j'avais dans les bras. Il m'a mis aussi sous la gorge, la corde au cou. Il rentrait du boulot, il était bourré, il me tapait. Après, j'ai eu les autres enfants, j'ai été séquestrée, j'ai un coup de couteau. C'est tout ce qu'il me faisait, quoi. Il m'a traumatisée. Voilà. Selon cette femme, son ex-mari était particulièrement violent avec elle lorsqu'ils étaient en couple. Laurent va maintenant chercher à savoir si cet homme était également brutal avec leurs enfants. Est-ce que lui, vous l'avez vu commettre des violences sur les enfants? Souvent, je m'interposais, tout le temps. De toute façon, j'étais toujours en train de m'interposer. Hein. C'est un homme violent, donc forcément, il est violent avec une femme, il va être violent avec les gosses. Hein. C'était plus ou moins parce qu'il faisait des bêtises. Mais pour vous, les violences, elles étaient appropriées quand même ou pas? Non. Ils étaient disproportionnés par rapport même à leurs bêtises. Ils ont pas... des moments, c'était fort, quoi. Donc même il y a des moments, quand il y avait bu un coup, à ce moment-là, hein, j'étais obligée de me mettre là part parce qu'il prenait le martinet, il voulait lui taper un coup de martinet, et moi j'ai dit non. Selon cette mère de famille, le père aurait eu des gestes violents envers ses enfants lorsque la famille était réunie, avant la séparation. Un témoignage accablant que le gendarme va devoir relativiser, car cette femme connaît de sérieux problèmes d'alcool. Moi, en fait, en 2007, quand il m'a fait subir tout ça, moi, je commençais à grossir, j'avais pris 35 kilos. Et c'est là qu'après ma naissance, j'ai commencé à me mettre à boire. Parce que j'étais malheureuse et je savais plus. Et là, j'ai commencé à me mettre dans l'alcool par rapport à tout ça, quoi. Une addiction destructrice qui lui a fait perdre, au final, la garde de ses enfants. Laurent est perplexe. Certes, le gendarme a bien eu la confirmation que cet homme était violent avec son ancienne compagne. Mais le témoin n'a pas pu lui donner d'exemple précis de punition infligée par son ex-mari. L'affaire se complique. Pour être honnête avec vous, vous avez tous les deux vos torts. Je suis consciente Voilà. que j'ai eu des torts. Lui, il était violent avec vous, vous avez picolé. Il picolait aussi. Hein. Ouais, non, mais... Moi, j'ai picolé voilà. et par rapport Et à tout ça, ça a conduit à l'échec dans votre couple et au placement des enfants. Parce qu'au final, c'est eux qui ont ramassé. Un homme violent, une femme alcoolique. Les 4 enfants de ce couple ont sans doute vécu des moments difficiles avant d'être placés. Mais de là à être maltraités, il y a une limite qui n'a peut-être jamais été franchie. Alors pour avancer, Laurent et Michel décident d'auditionner les plus petits de la fratrie. Le frère et la sœur de Juliette, âgés de 6 et 7 ans. Avec leurs mots à eux, ces enfants vont apporter de précieux éléments aux gendarmes. Deux jours plus tard, Laurent et son collègue Michel reçoivent les 2 jeunes enfants. Placés dans la même famille d'accueil, ils viennent à la cellule mineurs victimes avec leur assistante familiale. Si les plus grands n'ont révélé que très peu de choses aux enquêteurs, les gendarmes espèrent que les plus petits se montreront plus bavards. À 6 et 7 ans, ils devraient être plus spontanés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Super cool? Les 2 petits semblent rassurés. Pour Laurent, c'est essentiel pour qu'il puisse se confier sans crainte. La sœur de Juliette débute les interrogatoires. Je voulais savoir, toi, comment ça se passait pour toi quand tu vivais chez papa, avant d'aller vivre chez tata. Est-ce que tu voudrais, par exemple, me raconter un petit peu
ce qui s'y passait. Chez papa. Ouais. Avec papa, il me donne tout le temps des coups de martinet. Ah bon? Et ça fait mal. Bon. Il l'avait acheté dans un magasin. Et il nous l'avait dit, ça c'est pour que vous êtes pas sage. Que je vais vous faire ça. Alors, t'en as eu souvent des coups de martinet par papa? J'en ai eu beaucoup de fois que je voulais qu'ils arrêtent de faire ça parce que c'était pas gentil de faire ça aux enfants. À seulement 7 ans, la fillette livre un témoignage sans retenue. Mais papa, mais il y avait quelqu'un d'autre qui te donnait des coups de martinet aussi? Oui, Et t'as déjà donné des coups de martinet aussi, c'est ça? j'en avais un steak, mais là ça a des petites boules, c'est pour que ça fasse plus mal. Il y en a un qui a des petites boules pour qu'il fasse plus mal. Une belle-mère maltraitante, tout comme leur père. En quelques phrases, la petite fille le confirme aux gendarmes. Elle a bel et bien été frappée à coups de martinet. Alors l'enquêteur va lui demander d'autres précisions. Et il était où ce martinet dans la maison? Il était rangé où? Il était rangé au-dessus des aquariums. Au-dessus des aquariums. D'accord. Elle est... On a des mots vrais là, voilà. Tu me dis? Papa il donne des coups de martinet, ça fait mal, il nous tape. Voilà. Pour les enquêteurs, ces auditions permettent d'avoir une vision plus précise de la vie de famille lorsque les enfants habitaient chez leur père et leur belle-mère. Comme sa sœur, le petit dernier de la fratrie va se confier très librement. Est-ce que chez papa, par exemple, il y avait un martinet? Oui, trop mal. Ça fait... Pourquoi tu dis trop mal? C'était un martinet en ville. Ça fait trop mal quand il tape. Toi, tu l'as déjà eu? Ouais, Qui c'est qui t'a déjà donné des coups de martinet comme ça? c'est toujours papa. Quand je Toujours papa fais des bêtises, je fais... Les gestes de ce petit garçon de 6 ans en disent long sur les violences qui auraient eu lieu au sein de cette famille. Alors Laurent poursuit son audition, car il doit recueillir le plus d'éléments possible pour la suite de son enquête. Est-ce que t'es déjà allé dans la cave, par exemple? Ah bah oui, mais ça me fait flipper. C'est quoi flipper? Ça veut dire faire peur. D'accord. Qui te mettait à la cave alors? Papa. Les deux? L'un ou l'autre? Ouais, l'un ou l'autre. Eh ben, Les enquêteurs mettent fin aux interrogatoires des plus petits. Sans gêne, ces deux-là ont livré des éléments très probants. Les gendarmes ont récolté des accusations précises. Il y aurait bien eu violence de la part de leur père et de leur belle-mère. hein, Michel? Beaucoup moins briefé. Ouais. C'est beaucoup plus naturel, il n'y a pas de mot adulte. Contrairement à leurs aînés, les deux plus jeunes ont livré un récit détaillé sur lequel les enquêteurs vont pouvoir s'appuyer. Cela pourrait déboucher par la suite sur des poursuites pénales. Écoute, je te donne toute la On part sur, pour le père, violence par ascendant. Ouais. Et pour la belle-mère, violence par personne ayant autorité. Ouais, ce qui revient au même. C'est la même infraction au final. Laurent et Michel ont accumulé suffisamment de témoignages à charge pour pouvoir interroger à présent le père et la belle-mère de ses enfants. Il était dans une... Mais avant cela, les enquêteurs doivent vérifier une dernière chose. Le lendemain, Laurent part à 30 km de Cambrai, dans une autre brigade. C'est là-bas qu'il a rendez-vous avec l'assistante familiale de l'aîné de la fratrie. Car souvenez-vous, après l'audition du jeune garçon, Laurent avait convenu d'entendre cette femme qui avait, selon elle, des révélations à faire à propos de Juliette. L'été dernier, cette mère d'accueil a gardé exceptionnellement la petite fille pendant plusieurs semaines et certaines choses l'ont marquée. Elle a des choses à nous dire sur son comportement, la jeune fille qu'elle a pu avoir pendant les vacances, et puis également sur la fratrie en général et peut-être sur les parents. Donc je pense que son audition elle peut être intéressante ce matin. Dans des cas comme celui-là, les assistantes familiales sont des témoins importants pour les enquêteurs. Elles observent de près les comportements des enfants qu'elles ont à garder. Elles peuvent ainsi témoigner de leurs agissements sans cacher quoi que ce soit. Bonjour madame, bon, désolé je suis en retard. hein. Oui, c'est pas grave. On y va? Il n'y a pas longtemps que je suis là. Ça va. Et ce matin,
Laurent est loin d'imaginer ce que va lui révéler cette mère d'accueil. Des confidences surprenantes qui vont infléchir le cours de l'enquête. Vous avez accueilli Oasioul pendant les vacances. Au mois de juillet. Comment s'est passé l'accueil? Eh ben écoutez, donc, il est arrivé donc, le vendredi. Donc le samedi, moi j'emmène un autre gamin que j'accueille qui a 10 ans chez sa maman pour 10 heures. Le temps que j'ouvre le garage, elle avait déjà touché les zizi des deux. Donc je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas faire ça, qu'elle n'avait pas le droit. C'est interdit par la loi, donc elle m'a rigolé au nez. Selon l'assistante familiale, Juliette aurait eu une attitude étrange, un comportement plutôt extraverti pour une fillette de son âge. Donc après, il faisait chaud, donc mon mari avait monté la piscine et ça s'est passé dans la piscine. Ça n'a pas arrêté en fin de compte. Hein. Donc au cours de son séjour, Dans quelques jours, cela n'a pas arrêté. non. Donc j'ai pris la décision de la séparer complètement des gamins. Comment elle expliquait ça, elle? Alors, elle m'a expliqué ça le 21 juillet parce que c'est quand j'ai commencé à l'interdire de jouer avec les autres et tout. J'ai essayé de discuter avec elle, je dis qu'il faut qu'on discute. Pourquoi tu fais ça? Essaye de m'expliquer. Est-ce que tu veux bien déjà m'expliquer pourquoi tu fais tout ça? Et c'est le 21 juillet, vers 17h, qu'elle m'a dit, Tata, je peux te parler? Je dis oui. Alors elle me dit, tu sais, si je fais tout ça, c'est parce que je voyais des films d'amour. Pourquoi elle venait me chercher dans mon lit, me faisait voir. Des films pour adultes que la fillette aurait vus chez son père, en sa compagnie. Pénalement, cela s'appelle de la corruption de mineurs. Sur une enfant de moins de 15 ans, c'est un délit passible de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. L'affaire prend une toute autre ampleur. Mais avant d'en terminer, l'enquêteur demande une ultime précision. Pensez-vous qu'elle mentait? C'est du mal à interpréter parce qu'il y a plein de choses que... pour moi, vis-à- qu'il en tant que professionnel, je me dis oui, c'est obligé qu'elle ait subi des choses. À 8 ans, on ne peut pas savoir tout ça déjà, tout ce qu'elle peut dire. Il faut qu'elle l'ait vu pour savoir, c'est un enfant de 8 ans. Dans ce genre d'enquête, c'est la parole d'un enfant qui est en jeu. Quel crédit doit-on donner aux propos d'une fillette de 8 ans? Pour Laurent, seules les auditions du père et de la belle-mère permettront peut-être de faire la lumière sur toute cette affaire. Et puis voilà, c'est par là. À la brigade de Cambrai, c'est une journée cruciale qui commence ce matin-là pour les gendarmes. Le père et la belle-mère des enfants doivent être auditionnés. Ils sont accusés d'avoir frappé leurs enfants et pour l'une d'elles, de lui avoir fait visionner des films pour adultes. Accompagné de Fanny, sa collègue, Laurent est décidé à savoir si, oui ou non, les adultes ont été accusés à tort. C'est avec la belle-mère des enfants qu'il commence. Et d'entrée de jeu, la femme se montre bien étonnée de se retrouver dans une brigade de gendarmerie. L'objet de l'enquête, il est que on vous suspecte quand même pour des violences. Hein. On est là pour parler de violences sur les enfants. D'accord. Donc on est là pour parler, c'est pas forcément... Oui, je me doute. Mais entendre ça, ça fait quand même... Après, il y a des choses qui s'expliquent, qui peuvent s'expliquer. Il faut jouer franc jeu. Oui. Et puis voilà. D'accord. La belle-mère semble être surprise d'être traitée de marâtre. Alors, pour ne pas la brusquer, Laurent lui demande d'abord de parler de son mari et plus particulièrement de son comportement depuis qu'ils sont en couple. Est-ce qu'il vous a déjà reconnu, lui, avoir été violent avec son ex? J'ai eu des discussions avec mon mari parce qu'elle a dit que mon mari était violent. Ouais. Mais je m'aperçois que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et il n'a jamais été violent. Non. Non, jamais. C'est quelqu'un de calme, timide, même trop calme. Malgré le passé judiciaire de son mari, la belle-mère dresse un portrait bien différent de celui établi par l'ex-épouse. L'homme se serait-il assagi après son divorce? Nul ne le sait, mais ce qui intéresse maintenant Laurent, ce sont surtout les relations que cette femme aurait eues avec les enfants de son conjoint. C'est vrai que moi j'ai été élevée par mon grand-père, donc j'ai des règles assez Strict. strictes, c'est pas de coups à table, des choses comme ça quoi. Ouais, non, mais des règles à la maison, heureusement qu'il y en a. Oui, voilà. Alors les punitions, c'était quoi? Les punitions, c'était ils allaient au coin, ou soit ils restaient dans leur chambre, soit ils étaient punis de dessert. Qui donnait les punitions?
C'était soit moi, soit leur père. Soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre, ça dépendait. À écouter la belle-mère, les punitions des 4 enfants étaient ordinaires, rien de disproportionné. Une réponse insatisfaisante, alors le gendarme va la confronter aux déclarations des enfants. Clairement, les enfants, ils ne nous parlent pas que de ça. Hein. On dit que vous avez du martinet. Est-ce que vous avez un martinet à la maison? À la maison, il y a un martinet. Ouais. Oui. Il est rangé, le martinet. Le martinet, alors oui. Où il était rangé, ou à l'époque où les enfants étaient là? Je ne sais pas parce que la base c'est pour le chien, martinet, donc... À la base, c'est pour le chien. Bah oui, parce Donc que... ça veut dire qu'il a servi pour les enfants des fois. Ah non, du tout. Ils ont déjà eu un coup de martinet, après, attendez. Ah non, ils n'ont jamais eu un coup de martinet. Jamais un coup de martinet. Jamais. Ils n'ont jamais eu de martinet. Voilà, tu sais, ils n'ont jamais eu de martinet. Martinet sur les fesses ou pas, c'est simplement Ils pour n'ont jamais eu expliquer de coup de martinet. comment ça se passait, quoi. Ah non, non, non. La belle-mère ne lâche rien sur le martinet. Alors Laurent va la questionner sur l'autre point qui l'intéresse, la fameuse cave. Car selon Juliette, la fillette de 8 ans, c'était sa belle-mère et personne d'autre qui l'enfermait au sous-sol pour la punir. Après, peut-être qu'ils étaient turbulents aussi, hein, ça je veux bien concevoir. Il y a d'autres méthodes que de frapper un enfant. Enfin, pour ma part, après... Comme quoi, les mettre à la cave. Les mettre à la cave. Il y a une cave chez vous. Oui, on a une cave. Qui est fermée à clé d'ailleurs. Donc ça, c'est voilà, c'est pareil, ils nous disent, quand on faisait une bêtise, des fois on pouvait se retrouver à la cave. Ah ouais, carrément. Ouais, ça va loin quand même. C'est pas nous qui le dit. Nous, les enfants, Enfin, ça me paraît quand on même... nous parle de ça, c'est après, ils faisaient une bêtise, ouais, bah tu vas à la cave. Il allait à la cave. Bah, faut arrêter, Laurent. Et même, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, c'est ce qu'on vous Donc dit après, aussi. si c'est arrivé une fois ou si on a... Non, non, c'est jamais arrivé, c'est même pas une fois, c'est Nous, jamais arrivé. on cherche à comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi... Non, mais vous imaginez pourquoi mettre les un enfants, enfant- ils nous disent ça. Mettre un enfant à la cave. Je sais pas. Non, mais ils dormaient pas au grenier non plus, ils mangeaient pas par terre. Non, mais là, ça devient... Je vous demande, madame, ne vous énervez pas, ça sert à rien. Face aux questions pressantes de Laurent, la belle-mère nie tout en bloc. Mais après plus de 40 minutes d'audition, ses nerfs lâchent. Moi, c'est la première fois que juste ça, vous voulez que je le vive comment? Non mais voilà, après c'est pas la peine de vous mettre dans des états pareils, madame. Non, mais... C'est des questions simples que je vous pose. Les enfants nous ont parlé de certaines choses, c'est tout. Après, on cherche à savoir pourquoi, d'accord? Hein? Je vous dis, ça fait simplement halluciner tout ce que j'entends. Attendez, je suis mère de famille, c'est pas parce que c'est pas mes enfants, alors Madame, c'est le madame, stéréotype de... y a pas que- La belle-mère, ça y est, elle frappe Non, les mais enfants. c'est pas une gamine de 14 ans, madame, hein, qui peut pas blairer sa belle-mère qui me déclare ça. On est bien d'accord, hein? C'est des bouts de chou comme ça. Pour le gendarme, cette femme ne dit pas tout. Car comment expliquer que certains enfants l'accusent de violence? Malgré tout, la belle-mère campe sur ses positions. Après, vous êtes père de famille, on vous balance ça, vous le prenez comment? On me le balance pas, pour l'instant. Laurent met donc fin à l'audition, avec un petit goût d'inachevé. Elle veut me faire croire qu'elle ignorait qu'il était violent. Il a été violent, quoi. Donc, après, elle, peut-être qu'elle a craqué à un moment donné, c'est clair. Elle veut pas l'admettre, je pense. Désormais, toute l'enquête repose sur la dernière audition, celle du père des 4 enfants, le principal suspect. Laurent sait qu'il joue sa dernière carte. S'il n'obtient pas d'aveu, il aura beaucoup de mal à convaincre le procureur de poursuivre le père dans cette affaire. Mais l'audition de cet homme déjà condamné pour agression va prendre une tournure inattendue. Car selon lui, ce n'est pas la mère de ses enfants qui était victime de violences, mais plutôt lui. Il y a eu des violences entre vous et elle? Il y a eu des violences, c'est une personne qui était violente. Là, j'ai pu le faire prouver, donc... Pourquoi vous n'avez pas pu le faire prouver? Parce qu'on était tout seul à la maison, donc... Vous avez jamais été violent avec elle? Non. C'est étonnant, vous dites que vous n'avez jamais commis de violence, mais vous avez été condamné. C'est vrai que j'ai eu des peines par rapport à ça, mais... Quand en 2010, vous êtes placé en garde à vue ici, monsieur, pour les violences sociales, normalement, elle avait quand même des traces. Elle s'est mis des coups elle-même. Devant les gendarmes, le suspect maintient sa version. Il est calme, posé. Laurent va donc le tester pour vérifier s'il garde le même aplomb face aux témoignages accablants de ses enfants. Moi, j'ai vu les enfants, ils me parlent qu'à un moment donné, ils ont eu des coups de martinet. C'est vrai?
Et ça, c'est tous les enfants qui en parlent, monsieur. C'est pas simplement un, quoi. Il y a un martinet chez vous? D'après le père, aucun martinet à la maison. Pourtant, lors de son audition, la belle-mère avait affirmé l'inverse aux gendarmes. Laurent tente d'obtenir des aveux de la part du suspect, qui semble devenir de plus en plus nerveux. Alors l'enquêteur dédramatise, en espérant le faire parler. On vous sent pas à l'aise, hein? Pareil que votre dame. Hein. Ouais, c'est vrai que, ouais. Bah ouais, non, mais bon. Je suis comme ça. Bah ça vous tombe dessus, monsieur. Attendez, c'est pas non plus. C'est... Bah justifier, c'est de dire, bah oui, effectivement, ça a pu arriver, et puis c'est probable. Donc vous les avez punis, ils ont eu un coup de martinet, ils ont eu un coup de martinet. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça... Voilà, on va pas vous pendre au haut et court dans la cour de la brigade aujourd'hui parce que vous avez mis un coup de martinet à vos... Ah, donc il y avait bien un martinet à la maison. Oui, il y avait un martinet, on avait acheté un bulldog, donc... Il y avait bien un martinet. Un martinet pour le chien. L'air de rien, l'homme vient de revenir sur ses déclarations. Il semble avoir compris que sa femme a peut-être révélé certaines informations aux gendarmes. Tout à l'heure, c'était il n'y avait pas de martinet, quoi. Si, il y en avait, hein. Ah, mais tout à l'heure, c'était il n'y avait pas de martinet, monsieur, on est bien d'accord. Vous voyez, vous jouez pas franc jeu. Laurent profite du revirement du suspect. S'il a menti sur le martinet, puis a fait marche arrière, il espère que l'homme fera de même sur le reste, et notamment sur les éventuelles punitions dans la cave. Est-ce que vous avez déjà menacé aussi, quand ils faisaient des bêtises, de les mettre à la cave? C'est un gros E avant de dire non. Ouais. Ah. Bah ouais, mais non, mais monsieur, il y avait une cave chez vous. Oui, bien sûr. Bon, d'ailleurs, ils ont déjà été chercher le truc à la cave, c'est pas Ouais, non, mais non. Bah nous, on nous dit que des fois, ils étaient enfermés. Alors, c'est pas une journée, hein, mais qu'on les a déjà mis à la cave pour les punir. Le suspect est de plus en plus hésitant dans ses réponses. Pour Laurent, c'est le moment idéal pour aborder avec lui l'autre volet de l'affaire, les films pour adultes. Car souvenez-vous, selon l'assistante familiale qui a reçu Juliette pendant l'été, la fillette aurait un comportement déplacé avec les garçons, depuis qu'elle aurait vu des films pour adultes en compagnie de son père. Une information que le gendarme aimerait bien vérifier. Est-ce que chez vous, vous avez des films pour adultes, des films des choses comme ça? Alors là, vas-y. Elle dit oui, effectivement, si je fais des trucs d'obsédés comme ça, elle parle des trucs d'obsédés. Elle dit si j'ai fait ça, c'est parce que mon père il me montrait des films d'obsédés. De où elle sort ça? De où elle sort ça, cette gamine? On a dit que vous lui montrez des films pour gamine. Je suis pas fou non plus. Même si j'en enlève, je me doute bien que ça serait... Le père semble gêné et ne sait plus quoi dire. Il continue à nier, mais à court d'arguments, il va cette fois-ci retourner les accusations de sa fille en la faisant passer pour une enfant qui serait susceptible de mentir. Je sais qu'elle a fabulé beaucoup, donc elle va tout mélanger dans sa tête et puis... Elle mélange quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle mélange? Ça fait 1 an qu'elle était chez vous, et après ça faisait 6 mois qu'elle était en famille d'accueil. Elle a vu ça en famille d'accueil alors? Non, je pense pas, non. Donc c'est une menteuse. Après 1 heure d'audition, Laurent sait qu'il n'obtiendra rien de plus. Manifestement, le père a décidé de rester évasif dans ses réponses. Il a déjà eu affaire à la justice et semble bien connaître ses droits. Il sait qu'il n'est pas tenu de répondre aux questions des gendarmes. Mais face aux dénégations du père, l'enquêteur ne compte pas en rester là. Pour tenter de le déstabiliser, il va lui faire une proposition risquée, un véritable coup de poker. On va mettre fin à l'audition. Pour me prouver votre bonne foi, la loi nous oblige à vous demander votre assentiment, mais nous, ce qu'on a besoin pour prouver, c'est d'aller vérifier chez vous, effectivement, s'il n'y a pas de martinet et s'il n'y a pas de vidéo. Y a pas de souci. Donc on va y aller directement après l'audition, d'accord? Toujours aussi placide, le père des enfants ne semble pas très inquiet. Sa tranquillité apparente cache-t-elle un profond secret, ou n'a-t-il vraiment rien à se reprocher? Au vu des dernières auditions, les gendarmes ont encore des doutes. Si cette perquisition ne donne rien, l'enquête pourrait bien s'arrêter net. Ça peut être trop long, madame?
Monsieur vous a expliqué? Les questions qu'on a posées à monsieur, c'est les mêmes qu'on vous a posées à vous. Et vous nous dites qu'il n'y a rien. Pour vous prouver, ben déjà, il faut qu'on ait connaissance ou pas de l'existence de ce martinet, là, le fameux martinet. Ouais. Hein? Donc monsieur, il ne sait même pas si vous l'avez encore ou pas. Est-ce que vous l'avez ou pas? Je sais plus. Franchement, je sais plus non plus. Et aussitôt, un détail attire l'attention de l'enquêteur. Car la belle-mère s'est dirigée sans hésiter vers un placard situé au-dessus de l'aquarium. Et souvenez-vous, d'après la petite fille de 7 ans, c'est précisément à cet endroit que les parents avaient l'habitude de ranger le martinet. Ouais, vous avez regardé en premier dans le placard là, les enfants, vous voyez, tout à l'heure, il nous avait dit, il était rangé au-dessus de l'aquarium. Donc vous l'avez encore ce martinet, madame, ou quoi? Bah écoutez, je pense pas. Il est pas derrière des fois là? Bah, on peut tout sortir. Hein. Ouais, Au pire. Je vous laisse faire. Rien casser. Et là en dessous, il peut pas être là en dessous? Oh, vous pouvez regarder. Non, il est pas là. Après quelques minutes de fouille, impossible de mettre la main sur le martinet. Alors Laurent va maintenant se mettre en chasse d'éventuelles vidéos à caractère Vous en avez des films ou quoi là? Sérieusement? Mais bah, regardez vous-même, regardez. Voilà. Ce qu'on a comme film. Donc il y en a là, il y en a là, il y a ce qui est là. Vous pouvez regarder. Je suis désolé. Non, mais allez-y. Mais c'est comme ça. Malgré ses recherches, l'enquêteur doit se rendre à l'évidence. Il ne trouvera rien de plus ici. Laurent et sa coéquipière sont arrivés au bout de leurs investigations et repartent à la brigade. Après 2 semaines d'enquête, les gendarmes n'ont donc aucune preuve matérielle, aucun aveu. Uniquement la parole des enfants contre celle des adultes. Désormais, c'est le parquet qui va décider de la poursuite ou non de cette affaire. Oui, bonjour, le chef de la cellule mineur victime. Pendant plusieurs minutes, Laurent va rapporter au procureur l'ensemble des éléments recueillis lors de son enquête. Mais le gendarme le sait, son dossier est plutôt mince. Le martinet, je veux dire, je peux pas caractériser. Non, non, non. Donc voilà. Là, on risque le plus de domaine de la punition éducative, entre guillemets. Transmettez-moi pour appréciation, je vais voir si au niveau des violences, on peut pas... Voilà. Écoute, je vais faire comme ça à ce moment-là. Eh bien, je vous remercie. Ben, c'est moi. Bonne fin de journée. Au revoir. La magistrate a tranché. Le dossier sera examiné prochainement pour appréciation. Et si la procureure le décide, des poursuites pourront être engagées. Pour Laurent, en tout cas, la partie n'est sans doute pas terminée. Pour nous, c'est sûr que quand on est persuadé qu'il s'est passé quelque chose, le but, c'est que les gens soient poursuivis en justice et qu'ils s'expliquent devant la justice. Il y a quelque chose sur cette jeune fille, mais on n'arrive pas à le percer. Donc, comme je le disais, je pense qu'il faut avoir un peu de patience. Et un jour ou l'autre, ça va sortir. Et là, on pourra repasser à l'action. Une affaire où les soupçons demeurent et dans laquelle toute nouvelle révélation pourrait relancer l'enquête immédiatement. Être patient, écouter les enfants et les défendre, c'est la philosophie des enquêteurs de la cellule Mélanie. L'an passé, ils ont traité près de 300 dossiers où des mineurs sont victimes, presque un par jour.